Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, c'est la révolution. Alors, pas la révolution française, du moins pas encore, mais la révolution de la programmation. Alors, sur ce slide, j'ai mis 3 manières dont l'IA change la programmation. Au départ, je voulais écrire 3 manières dont l'IA révolutionne la programmation. Alors c'était un peu trop long pour le titre et surtout le mot révolution c'est peut-être un peu fort par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui mais il va quand même y avoir une révolution de la programmation par l'IA et ça je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo. Alors je n'expliquerai pas tout mais j'élargirai le sujet à la fin de la vidéo. Mais dans un premier temps, donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de montrer en quoi l'IA change la manière de programmer. Donc quel impact, alors aujourd'hui je vais juste décrire les 3 manières dont l'IA change la manière de programmer. Je ne vais pas pousser la réflexion trop loin, ça on le fera dans un second temps, dans une autre vidéo. Bien sûr sur cette chaîne Agile Toolkit, autour de l'agilité, la gestion de projet en général, on se pose la question de comment gérer des projets informatiques avec l'agilité, et il y a l'IA qui est arrivée il y a quelques années maintenant qui bouleverse tout, et par IA je veux dire bien sûr les outils d'IA génératifs tels que les LLM par exemple, tels que ChatGPT. Donc, qu'est-ce que ça va changer à la programmation, au métier de l'informatique et si on pousse plus loin, la gestion de projet et tout ça. Donc, dans un premier temps, comment l'IA change la manière de programmer? Alors, les 3 manières, il y a 3 slides, donc ça va être assez simple. Et en plus, il y a certaines choses que j'ai déjà présentées sur la chaîne, donc je vais m'appuyer dessus. Donc, la première manière, c'est ce que j'appelle les custom GPT, les GPTs. Je crois qu'ils appellent ça GPTs dans ChatGPT. Alors, il faudrait trouver un nom un peu plus générique que ça parce que c'est pas forcément lié à ChatGPT, même si c'est ChatGPT qui pousse beaucoup ça en avant. Ça peut être valable sur n'importe quel LLM. Mais pour tout ce qui est jusqu'à présent sur cette chaîne, on a exploré ça uniquement sur ChatGPT. Donc qu'est-ce que c'est un custom GPT? Donc on en a parlé dans 2 vidéos ici, donc je vous conseille d'aller voir ces vidéos pour vraiment comprendre en détail ce que c'est, mais je vous remets la définition ici. Ça va être un prompt qu'on va pouvoir sauvegarder donc dans l'interface de ChatGPT, dans la plateforme de ChatGPT, et qu'on va pouvoir partager. Et ce prompt, il va être paramétrable. Donc là, par exemple, je vais aller sur chatgpt.com et donc ça m'ouvre l'interface ici. Alors pourquoi ah voilà, ça se chargeait pas, maintenant ça se charge. Template de rétrospective, j'ai mon prompt custom ici, je peux lui donner une instruction speedboat et il va me créer un template de speedboat. Donc ça je l'ai présenté dans une précédente vidéo, et vous pouvez aussi utiliser ce prompt exact que je mettrai d'ailleurs en commentaire, pas en commentaire, en description de la vidéo. Donc voilà, donc là il m'écrit ce que c'est une rétro speedboat, etc. Alors j'ai fait ce prompt pour générer des rétrospectives, mais on peut imaginer des prompts pour tout et n'importe quoi de la vie courante. Donc ça c'est donc c'est un prompt sauvegardé qu'on peut partager, donc n'importe qui peut créer ces GPT custom et les partager. Il faut quand même avoir l'abonnement ChatGPT Plus qui est à $20 par mois je crois, ou 30, je ne sais plus. C'est paramétrable par tout un tas d'inputs qu'on peut lui donner. C'est associé à une base de connaissances qu'on peut fournir à notre custom GPT. Donc ce que j'explique dans cette vidéo Prompt is Code, c'est que c'est une nouvelle manière de programmer d'une certaine manière. Ces prompts sauvegardés agissent comme des programmes un petit peu différents. Alors plus simple à programmer parce qu'on écrit en langage naturel, hein, on écrit un prompt au lieu d'écrire les instructions d'un programme, mais on peut quand même passer des arguments en paramètres, ça va quand même rendre un résultat, et voilà, il y a des différences, mais fondamentalement c'est
c'est un peu la même chose. Donc l'avantage de cette manière de programmer, c'est que c'est extrêmement facile parce qu'il n'y a pas de langage de programmation à apprendre, il n'y a même pas de compétences en programmation à avoir. N'importe qui utilise un petit peu l'IA peut très bien sauvegarder ses prompts, les partager à quelqu'un, les améliorer petit à petit. Donc ça, c'est un véritable travail de programmation dans l'esprit, même si ça s'éloigne quand même pas mal de la manière dont les vrais programmeurs professionnels, programment ou amateurs même, ça s'éloigne pas mal de la manière dont on programme traditionnellement. Donc les limitations de ça, c'est que ça va être limité à ce que sait faire un LLM. Donc un LLM par exemple peut répondre à tout un tas de questions, donc vous pouvez créer des prompts pour répondre à des questions spécifiques, par exemple sur l'agilité, ça c'est ce qui est mon domaine, ou sur ce que vous voulez. Par exemple, je ne sais pas si vous faites le régime sur des conseils nutritionnels ou que sais-je, vous mettez une base de connaissances, liée à la nutrition par exemple, et vous orientez votre prompt de manière à ce qu'il donne certains types de conseils pour tel ou tel régime. Enfin, j'invente des choses comme ça, il y a 1000 idées possibles. Mais ça va être donc il y a plein de sujets possibles, mais ça sera quand même limité à ce que sait faire un LLM. Et il y a des choses qu'un LLM ne sait pas très bien faire. Par exemple, les LLM ne sont pas très bons pour faire des calculs, même si ça progresse beaucoup, etc. Si vous voulez faire des calculs sophistiqués comme dans MATLAB par exemple, pour inverser des matrices ou calculer le sinus ou le cosinus de je sais pas quoi, ou des fonctions, et bien là vous ne pourrez pas programmer un prompt, vous ne pourrez pas écrire un prompt qui réalise ça. Ça sera mieux de programmer avec un langage de programmation traditionnel pour faire ce genre d'activité. Donc voilà, ça reste quand même, c'est à la fois un champ de programme entre guillemets à écrire, de prompt à écrire qui est un peu infini si on veut, parce que ça peut intervenir dans tous les domaines, mais le type de programme qui va pouvoir être écrit va être quand même limité à ce que sait faire un LLM, et un LLM ne sait pas tout faire dans l'absolu. Il y a des tas de choses pour lesquelles la programmation traditionnelle sera quand même bien plus efficace, et même plus efficace, il y a des tas de choses où on ne pourra pas se passer de la programmation traditionnelle, et le LLM ne pourra pas rivaliser avec un véritable programme écrit pour un besoin spécifique qui sera très performant, qui répondra bien tout le temps et de manière parfaitement précise. Mais ça, c'est quand même pour moi une nouvelle manière de programmer. Alors oui, bien sûr, dans les commentaires, peut-être vous direz que pour vous, ça n'en est pas une, que vous êtes un peu déçu par cette révolution, entre guillemets, comme je dis, de la programmation. Mais c'est la manière la plus simple. Voilà, on commence doucement. Donc voilà, ici ça m'a généré un template de rétrospective Speedboat. Alors j'aime bien, c'est pas mal, c'est sympa. Je le mettrai, je le réutiliserai. On en reparlera peut-être de ce template. Donc ça, c'est la première manière dont l'IA va révolutionner la programmation. Alors voilà, dernière chose, ça rend cette programmation entre guillemets accessible à tout le monde, même les non-programmeurs, n'importe qui en réalité qui sait utiliser ChatGPT va être capable de faire ça. Et bien sûr, on va pouvoir creuser un petit peu cette compétence. Comment écrire des bons prompts pour que l'IA fasse exactement ce qu'on veut. Ça s'appelle le domaine du prompt engineering, dont on entend parler maintenant depuis un moment. Il y a certainement des tas de vidéos, des tas de formations dessus autour du prompt engineering. Et bien, c'est ce nouveau métier qui va consister à écrire des bons prompts pour que l'IA puisse nous rendre des services par rapport à ce qu'on souhaite. Voilà, de la manière la plus efficace possible avec cette technique. Donc voilà, première manière dont l'IA change ou révolutionne, si on est enthousiaste, la programmation. Deuxième manière, c'est le vibe coding. Là aussi, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, donc j'ai même déjà publié 4 vidéos, donc vous les avez ici, bien sûr, je mettrai tout dans la description de la vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer si jamais vous voulez les voir. Alors le vibe coding, c'est différent parce que le résultat de ça, c'est qu'on va demander à l'IA de programmer une véritable
application avec un langage de programmation classique, traditionnel. Donc moi dans mes exemples j'ai fait du HTML, CSS, JavaScript, mais on peut faire n'importe quel langage, on peut faire du Java, du PHP, du Python, voilà tout ce que vous voulez. Et donc on va demander à l'IA de programmer à notre place. Donc dans la plupart de ces vidéos je le fais même en parlant, donc on parle à l'IA et on lui dit ce qu'on veut comme programme et elle écrit le code directement. Donc là, la personne qui s'adonne au vibe coding joue un peu le rôle de product owner. C'est-à-dire qu'on va demander des fonctionnalités. Alors on peut être plus précis, on peut demander des choses techniques, mais on peut aussi se contenter de demander des choses uniquement fonctionnelles. Ce que je fais dans la plupart de ces vidéos où je fais des petites applications très simples. Et l'IA va programmer et alors si on est un peu extrême on ne regarde même pas le code, on laisse l'IA écrire et sans même regarder le code. On peut le faire sans être développeur, sans être tellement développeur. Donc c'est ce que je fais dans ces vidéos sur des applications très simples. Et ce qui est remarquable, donc là dans ces vidéos là que je vous montre, c'est que les applications que j'ai fait développer à l'IA, eh bien je m'en sers. C'est-à-dire qu'elles sont fonctionnelles, c'est des applications très simples, j'appelle ça des gadgets, des petits gadgets en JavaScript, HTML, CSS, mais qui fonctionnent et dont on peut se servir. Donc la roue des prénoms qui permet de tirer au sort un prénom. Dans cette vidéo, je crois qu'on avait développé une petite application de quiz, je m'en sers aussi. Là, on avait développé une petite application pour faire de l'estimation agile en mode extreme quotation. Bon, alors ça, j'ai pas eu l'occasion de m'en servir en situation réelle encore, mais je m'imagine tout à fait m'en servir. Et ensuite, ici, on a amélioré la roue des prénoms parce que je l'ai présenté à quelqu'un qui trouvait ça intéressant et qui m'a demandé des améliorations. Donc vraiment, c'est directement utilisable. Et c'est pour ces petites applications très simples, en 1 heure à peu près, alors même parfois moins, dans les vidéos vous pouvez aller le voir, donc 1 heure voire moins, on peut avoir une application entièrement fonctionnelle, utilisable, mais limitée à un besoin très simple. Donc l'avantage, c'est que c'est facile, c'est assez facile, il n'y a pas à écrire de code, mais on a quand même des programmes classiques, entre guillemets, ils sont programmés par une IA, mais c'est des langages de programmation classiques, donc ça n'a rien à voir avec ce que je vous présentais auparavant où c'était des prompts sauvegardés. Là c'est vraiment du véritable code informatique. Donc autre avantage, j'aurais pu, ouais, alors j'ai mis facile, voilà, donc entre guillemets là aussi tout le monde peut devenir programmeur, mais quand même pas tout le monde parce qu'il y a des limitations, donc voilà, c'est directement la suite. Donc c'est uniquement pour des programmes et des applis très simples. Donc une heuristique, ça fonctionne bien si on veut pas regarder du tout le code et si on veut que l'IA nous fasse quelque chose de bien, c'est pour des applis, l'ordre de grandeur c'est 500 lignes de code à peu près, donc moins de 500 lignes de code. Au-delà de 500 lignes de code, ça va devenir compliqué d'obtenir un résultat utilisable qui fonctionne. Donc ça c'est une première limitation, donc c'est vraiment limité à des toutes petites applis, pas des gros projets, donc ce que j'appelle des applis gadgets. Ensuite c'est aussi, alors je ne l'ai pas écrit mais je le dis quand même, c'est aussi, ça fonctionne bien pour des applis qui correspondent à des choses, des use cases, des fonctionnalités classiques, communes. Si vous voulez faire une appli simple, une appli gadget, mais qui correspond à quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais été fait, qui est très original, vous voulez inventer un jeu, par exemple un petit jeu vidéo, mais qui n'a jamais été fait. Donc bon là, par exemple, une fois j'avais demandé à l'IA, bon je ne l'ai pas montré en vidéo, mais j'avais demandé un mix entre le jeu du Pac-Man et c'était Pac-Man et quoi et le Morpion je crois, ou le jeu du Morpion avec les croix et les ronds là. Non, c'était Pac-Man et 2048. Voilà, le jeu 2048. Bon, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Bon, peu importe. C'est des jeux extrêmement simples qui font tous les deux moins de 500 lignes de code. Vous demandez à l'IA de vous faire un petit Pac-Man en JavaScript, elle le fait parfaitement. Vous demandez à l'IA de faire un 2048 en JavaScript, elle le fait parfaitement. Vous voulez inventer un nouveau jeu avec des nouvelles règles, alors un peu farfelu, mais pourquoi pas après tout, qui mélange les deux, et vous lui dites quelles sont les nouvelles règles. Bon, là, l'IA a beaucoup plus de mal et ne va pas y arriver. Donc l'IA va permettre de faire entièrement, quasiment autonome, en vibe coding, des applications simples, de petite taille, et assez classiques, qui ne sortent pas trop de l'ordinaire.
Mais ça reste déjà quand même, il y a quand même des possibilités de création assez importantes, hein. Par exemple, j'avais été surpris pour l'application d'estimation Extreme Quotation, qui est quelque chose qui est finalement simple, mais s'il faut le programmer soi-même, ça prend quand même plus de temps. Là, l'IA avait obtenu un très très bon résultat très rapidement. Voilà, c'était assez sympa. Et donc, voilà, même pour des applis simples, ça peut être difficile d'obtenir ce qu'on veut. Ça dépend du degré d'originalité de ce que vous lui demandez. Voilà, donc on refera des séances de vibe coding sur la chaîne, toujours des petites applications autour de l'agilité, et je vous montrerai des exemples où c'est pas aussi simple et on essayera de creuser un peu tout ça. Et la qualité incertaine, la qualité est un peu incertaine. Voilà, donc je pense que c'est lié à l'apprentissage qu'on fait de cet outil IA et de cet outil vibe coding, comment dire, mais si on ne connaît rien à la programmation, à mon avis, ça va être difficile d'avoir une bonne application en un temps record. Il faut à la fois connaître un minimum la programmation, donc même moi, donc j'ai été développeur pendant un moment et ça fait très longtemps que je développe, même si je suis pas un très bon développeur, je sais à peu près comment ça marche derrière et ce que je veux. Donc quand je pose des questions à l'IA, quand je lui demande de faire des fonctionnalités, je sais à peu près où je veux aller et j'imagine déjà le résultat, donc je guide l'IA par mes questions en réalité dans une bonne direction. Je lui fais faire des choses de manière progressive, logique. Voilà, c'est pas juste du brainstorming où je lance des idées au hasard, même si on pourrait croire que c'est très spontané, parce que à chaque fois je le fais de manière spontanée sans même répétition, mais avec toute la culture que j'ai de la programmation et du codage, bon, c'est mon métier, gestion de projet informatique, avant c'était développeur, etc. Depuis des années et des années, je sais un peu ce qu'il faut dire à l'IA pour qu'elle pour qu'elle fasse ce que je veux. D'ailleurs, le fait d'être dans la gestion de projet informatique, c'est même un avantage parce que l'IA se comporte comme si c'était un développeur qui était à mon service, entre guillemets. Donc, ayant l'habitude de faire de la maîtrise d'œuvre, hein, en général, c'est-à-dire de coordonner des gens, d'expliquer aux gens, de parler à des gens pour leur faire des choses, etc., pour les amener là où on veut dans un projet, eh bien, ça aide aussi pour l'IA. Mais quelqu'un qui connaîtrait rien à la programmation, je pense qu'il ne serait pas capable d'obtenir de bons résultats. Il faudrait faire des tests avec des novices en programmation, des tests de vibe coding. Alors il faut bien connaître la programmation, c'est mieux quand même, et il faut aussi connaître l'IA. Comment marche un LLM, etc. C'est aussi important. Alors là, le terme vibe coding, bon, on peut donner plusieurs définitions, mais bon, la vidéo dure assez longtemps déjà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans ce slide, je me limite à la programmation de petites applications où on ne va pas regarder du tout le code. Derrière le terme vibe coding, on peut aussi mettre l'aide à la programmation pour des applications professionnelles, plus complexes, etc. Bon, moi, le vibe coding, je le limite aux applications où on laisse faire l'IA et on joue uniquement le rôle de PO. Après, on pourrait discuter, étendre cette définition de vibe coding. Mais je vais venir au slide suivant. Du coup, la transition est parfaite. Donc la troisième manière dont l'IA révolutionne la programmation, c'est l'aide à la programmation classique. Alors pour le vibe coding, je reviens quand même très rapidement, c'est quand même super parce que ça nous permet de faire des applications réalistes, utilisable directement et en un temps record, plus rapidement qu'on ne le ferait si on devait le faire à la main. La roue des prénoms, j'aurais pu la développer moi-même, ça m'aurait pris, au lieu de 1 heure, ça m'aurait pris peut-être plusieurs jours, ça m'aurait embêté, je l'aurais jamais fait moi-même. Si j'avais dû payer quelqu'un pour le faire, ça m'aurait coûté assez cher, donc ça m'aurait coûté certainement des jours de prestation, et là j'ai quelque chose en 1 heure qui est directement utilisable. Donc aide à la programmation classique. Donc la programmation classique, c'est les applications professionnelles, les projets d'entreprise, ça peut être toute nature d'applications, mais c'est des applications qui vont être complexes, qui vont être potentiellement de grande taille, en tout cas plus de 500 lignes de code, et où on va avoir un niveau d'exigence de qualité niveau entreprise professionnelle. Donc dans les entreprises, il y a tout type d'entreprises, il y a des entreprises où le niveau d'exigence qualité n'est pas forcément très élevé, mais sans jugement de valeur, hein, ça dépend de la nature de l'application. Par exemple, si on fait des petits jeux
en ligne ou je sais pas, bon, si on fait des applications où on peut tolérer des bugs, où c'est pas au cœur du business, ou si on fait des petits scripts pour servir un métier mais qu'on peut tolérer tout un tas d'erreurs, on n'a pas forcément besoin d'un très grand niveau de qualité. Après, si on fait des logiciels embarqués dans les avions, ou si on fait de l'informatique bancaire, on peut avoir un niveau d'exigence et de qualité extrêmement élevé, avec tout un tas de normes, de contraintes techniques à respecter, etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle la programmation classique, la programmation d'entreprise, et c'est déjà extrêmement divers. Mais en fait, l'IA va pouvoir nous aider, et donc IA, je veux dire un outil d'IA générative, il y a le petit disclaimer dans la description. Donc les LLM, les IA, ChatGPT en gros, ChatGPT, Claude, Grok, Gemini, je cite toutes les marques, je ne suis pas sponsorisé, bien sûr, donc ces IA vont pouvoir nous aider dans la programmation traditionnelle sur énormément de tâches. Je ne vais pas développer dans cette vidéo ce sujet. Et c'est un sujet qu'on n'abordera pas sur la chaîne parce que c'est vraiment très riche. Il y a énormément de manières dont l'IA peut nous aider sur la programmation classique. Il y a certainement d'autres chaînes YouTube là-dessus, et là aussi des formations, etc. Et ça serait un sujet passionnant, mais j'ai pas envie de développer, mais j'ai quand même envie d'effleurer le sujet en donnant des grandes lignes directrices de ce que je pense. Donc, alors d'abord je vous présente les images qui illustrent ma pensée, ensuite on fait les avantages et les inconvénients et les limitations. Alors ici, c'est un programmeur expérimenté qui fait faire des choses à une IA, un peu comme un maître qui fait faire quelque chose à son élève ou à un stagiaire. En fait, on va pouvoir faire coder l'IA du code, mais qu'on va devoir encadrer en permanence, on va devoir repasser derrière pour le corriger, pour diriger les travaux. Mais l'IA va pouvoir quand même programmer tout un tas de choses de manière plus ou moins autonome, et toujours avec la supervision d'un programmeur expérimenté. Et en fait, travailler comme ça va quand même nous faire gagner du temps par rapport à juste tout programmer soi-même à partir de rien. Donc faire les choses à quelqu'un, quitte à corriger et à superviser régulièrement, ça peut être plus rapide et plus efficace que de tout faire soi-même à partir de zéro. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ici, ça illustre le speech to text, donc aide à la programmation classique. Là c'est juste une interface homme-machine qu'on va avoir avec l'ordinateur. On va pouvoir parler à l'IA pour lui demander de programmer. Donc on pourrait être dans son fauteuil comme je suis maintenant et parler à l'IA, et le code s'écrira devant nous, sous nos yeux. Donc on pourra faire des recherches par exemple, au lieu de connaître tout un tas de raccourcis dans un IDE, des CTRL F pour rechercher. Bon, j'ai pas d'idée de raccourcis en fait, tout un tas de raccourcis pour faire des choses rapidement. On pourra parler à l'IA, on pourra lui dire en même temps qu'on programme au clavier, qu'on écrit fais-moi ci, fais-moi ça. On pourra lui dire dans quelle fonction se trouve tel fichier, donc dans quel fichier se trouve telle fonction, et l'IA pourra nous répondre en parlant, etc. Donc ça va aider aussi à la programmation classique. Après, l'IA va pouvoir faire de la complétion de code, nous écrire des fonctionnalités entières, etc. Donc ça, c'est un peu le premier cas de figure que j'expliquais. Donc ça va rendre plein de services, et là aussi c'est extrêmement riche, il y a énormément de sujets. Dernière image, donc là c'est un robot qui enseigne à des étudiants. Bon, c'est pour illustrer le fait que l'IA va pouvoir nous aider à comprendre un programme complexe, va pouvoir nous aider à analyser, ou si on est dans un fichier, qu'on a une fonction, on ne comprend pas très bien ce qu'elle fait, on va pouvoir demander à l'IA de nous assister, explique-moi cette fonction, explique-moi, ou si on a si le programme utilise des bibliothèques, donc on appelle souvent à tort librairie en français, en fait c'est library en anglais, bon bref, si on utilise une lib externe, et qu'on ne sait pas ce que fait telle ou telle fonction, on va pouvoir demander à l'IA d'aller nous expliquer, de lire la documentation. Donc l'IA va nous guider, va vraiment pouvoir nous assister. Donc c'est un peu le rôle inverse qu'on a ici, où là c'est nous qui guidons l'IA, mais l'IA va aussi pouvoir nous assister dans nos questionnements, répondre à des questions de programmation, un peu comme le ferait Stack Overflow, sauf qu'on n'aura pas besoin d'aller sur Stack Overflow, et la réponse sera directement spécialisée par rapport à notre question. Donc ça, c'est toutes les manières dont l'IA va nous assister dans la programmation traditionnelle en général. Et voilà, c'est un sujet très riche, je l'ai déjà dit plein de fois, que j'aimerais bien aborder, mais il y a déjà trop de sujets sur cette chaîne, donc on n'en parlera pas. Alors, les avantages de ça, c'est pour des applications traditionnelles.
Donc on ne change rien par rapport aux 2 use cases précédents que j'ai montré où là c'est des applications soit spéciales, soit très simples. Là ça va être des applis traditionnelles, professionnelles. Alors traditionnel, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas, c'est un mot un peu informel, mais c'est pour les applications qu'on a déjà l'habitude de programmer, on va continuer à faire la même chose, sauf qu'on va être aidé par l'IA. Donc ça va permettre de programmer plus vite, de gagner en productivité. Donc soit de faire la même chose plus vite, soit de faire plus de choses dans le même temps. C'est plus vaste que les méthodes précédentes. Bon, alors plus vaste, je sais pas, mais ça s'applique à n'importe quel programme qu'on écrirait avec les méthodes classiques en écrivant à la main avec un framework, un langage de programmation. Et bien là, cette aide que va nous apporter l'IA, elle va pouvoir se matérialiser dans n'importe quelle situation de n'importe quel programme quasiment. Et donc l'avantage de ça, c'est que la première limitation, c'est que c'est pas vraiment il n'y a pas vraiment de limitation, parce que on va faire ce qu'on faisait déjà, sauf qu'on a un outil supplémentaire qui n'existe pas avant, qui va nous aider à programmer. Donc de même qu'avant on n'avait pas d'IDE, je sais pas, dans les années 90 ou les années 80 il n'y avait pas d'IDE, donc il fallait écrire tout le code à la main. Eh bien on a eu des IDE avec de la complétion de code, avec de la navigation facilitée dans le code dans les projets complexes, avec tout un tas de fonctionnalités, de la génération de code par exemple pour les getters et les setters, ou tout un tas de choses comme ça. Donc avant on n'avait pas les IDE, un jour on a eu les IDE donc qui nous ont facilité la vie, nous ont permis de programmer plus vite. Et bien avec l'IA, là c'est comme un IDE, sauf que c'est beaucoup plus fort, ça génère encore plus de code, etc. Même si ça fait des erreurs, ça va vraiment beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus versatile, tout terrain entre guillemets. Voilà, c'est un nouvel outil qu'on n'avait pas avant et qu'on a en plus. Alors là, ça s'adresse aux développeurs professionnels, donc nécessite de connaître la programmation, parce que si vous espérez que l'IA va faire en autonomie, va intervenir en autonomie sur votre code sans supervision, là je pense qu'il y a énormément de risques. Je pense que c'est une illusion, et l'IA là dans ce cas-là, pour les applications professionnelles complexes et où on exige un niveau de qualité important, il faudra toujours un développeur expérimenté pour l'encadrer, je pense. Et même avec les progrès de l'IA, donc vous avez la vidéo sur mes prédictions de l'IA, vous pouvez aller la voir. Je ne pense pas que l'IA deviendra suffisamment performante, intelligente entre guillemets, pour être capable de programmer en autonomie sur un projet complexe. Donc ça nécessite quand même un apprentissage de l'outil IA. Donc ça serait vraiment un sujet passionnant. Si on se fait des illusions sur ce que fait l'IA et sur comment elle fonctionne, on va mal l'utiliser et on risque d'être déçu, parce que l'IA va faire des hallucinations, l'IA va nous faire des bugs, on va lui poser des mauvaises questions et on va pas en tirer le meilleur parti. Si on utilise l'IA pour lui demander des questions sur lesquelles elle est efficace et pertinente, et bien là on va tirer le meilleur parti, on va poser des questions, on aura une bonne réponse dès le début, et ça va nous faire gagner du temps. Si on pose une mauvaise question, si on demande à l'IA de faire quelque chose pour laquelle elle n'est pas conçue ou elle n'est pas efficace, et bien elle va nous faire un résultat médiocre avec des bugs, et on va passer beaucoup de temps à débugger, on risque de perdre beaucoup de temps. Donc ça nécessite quand même un apprentissage de l'outil IA et toute son intégration dans l'IDE, etc. Et c'est pas si simple que ça. Bon, là aussi on n'en parlera pas sur la chaîne, c'est un sujet trop riche et trop éloigné du sujet de base qui est l'agilité et la gestion de projet en général, et le DevOps aussi. Voilà, alors c'est la conséquence de ce que je viens de dire juste avant. Si on ne fait pas cet apprentissage, et puis de toute façon il y a un apprentissage à faire, mais c'est moins magique que les 2 méthodes précédentes. Ça nécessite un investissement de programmeurs expérimentés. Ça ne va pas nous faire directement un programme sans qu'on ait à se poser de questions. C'est vraiment une assistance à la programmation classique. Mais la programmation classique reste importante et il faut quand même y mettre du sien et connaître l'informatique. Voilà, donc ça c'est les limitations de cette 3e façon, mais dont l'IA va révolutionner la programmation. Alors ces 3 choses que je vous explique, pour moi ça va vraiment, pourquoi j'appelle ça une révolution, même si c'est un peu excessif, un peu enthousiaste, c'est parce que ça ouvre tellement de possibilités. Un outil, le LLM tout seul, ouvre énormément de possibilités en un seul outil finalement.
Ça reste ChatGPT, un seul outil qui ouvre toutes ces possibilités-là donc des possibilités de programmes, d'applications, de gadgets, de tout ce que vous voulez, qui sont vraiment infinies. Donc c'est vraiment un booster de créativité. Moi je suis très enthousiaste si on aime la programmation, si on aime avoir des programmes qui font des trucs dont on a besoin. C'est vraiment un super outil. Ouais, ça booste la créativité, on peut développer plus vite, ça donne des tas d'idées. On peut développer mieux, de meilleure qualité, et on peut avoir des petits gadgets gratuits même si on n'est pas super fort en programmation. Voilà, donc, et même si on n'y connaît strictement rien, le fait de sauvegarder ses prompts, ça automatise des tâches et ça nous rend bien des services. Donc vraiment, moi je trouve ça super. Donc c'est en ça que c'est une révolution, hein. C'est la facilité d'accès, le nombre de sujets que ça touche, etc. Mais ce n'est pas tout. Merci d'être resté jusqu'à là sur la vidéo, donc vous allez être récompensé. Alors pas vraiment en réalité, parce qu'il y a une vraie révolution qui intervient dans la programmation avec ces nouveaux outils d'IA générative. Et cette révolution, c'est qu'en fait, ces outils d'IA générative, ça introduit dans le monde de l'informatique un nouveau paradigme de programmation. Alors là, c'est un teasing pour la prochaine vidéo. Alors, c'est pas le but, c'est pas pour vous tenir en haleine, mais cette vidéo, je ne l'ai pas encore tournée. Je suis en train de préparer les slides. C'est assez compliqué, ça m'a pris beaucoup de temps d'aboutir, donc j'espère que je pourrai la tourner très rapidement, c'est pas encore finalisé, mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans la prochaine vidéo, c'est que même pour la programmation, si on se place dans le cadre des applications professionnelles, etc., l'IA va apporter quelque chose de complètement nouveau qui n'existait pas avant, donc ce que j'appelle nouveau paradigme de programmation. En un mot, c'est qu'on va pouvoir faire des applications qui s'appuient sur des LLM, qui s'appuient sur cette base de connaissances qu'est un LLM, qui contient toute la connaissance de l'humanité dans une espèce de cerveau électronique, et c'est quelque chose qu'on va pouvoir intégrer dans n'importe quel programme classique pour avoir des fonctionnalités qu'on n'aurait pas eu avant, qu'on n'aurait jamais eu avant. Exemple de fonctionnalité, le speech to text. Dans n'importe quel programme classique, on va pouvoir intégrer du speech to text en s'appuyant sur un LLM, en se connectant à un LLM via une API, etc. Donc je développerai ça un peu plus dans la prochaine vidéo, en quoi l'IA introduit un nouveau... Alors en quoi l'IA? Là, je vais essayer d'être précis sur les termes. En quoi les IA génératives et principalement les LLM, Large Language Model, introduisent un nouveau paradigme de programmation dans le monde, dans le métier de la programmation. Eh bien, ce sera dans la prochaine vidéo. Je vous expliquerai tout ça en détail. Ça prendra un certain temps et ça sera assez pédagogique. Et en attendant, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.